avons ici dans le musée une bannière des vignerons de Rougeant qui date de 1907, c'est-à-dire les grandes manifestations des gens de la région qui s'étaient rendus à Montpellier. On prétend qu'il y avait 600 000 à 800 000 personnes qui manifestaient, étant donné que toute l'économie de la région reposait sur la culture de la vigne et le commerce du vin. Ma grand-mère avait 11 ans en 1907 et elle habitait Frontignan. Elle m'avait dit que pendant 3 jours, elle avait vu passer des gens, soit sur la route, soit par le chemin de fer. Ils se rendaient à Montpellier à la manifestation. Dans cette histoire, il y a un personnage qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, c'est Marcellin Albert, qui est là. Marcellin Albert. Alors il se trouve que Marcellin Albert, c'était pas un viticulteur, c'était un patron de café de village. Il avait peut-être quelques vignes pour sa buvette, comme beaucoup de gens ici. Hein, voilà. Et lui, cet homme-là, avait fait du théâtre. Donc il avait le goût de la prise de parole en public. Et donc il a commencé par son village, Argelien, je crois que c'était son village. Il a pris la parole et il a dit nous souffrons, les gens souffrent parce que. Et lui, il n'a pas parlé de surproduction. Il a parlé parce que quand le vin était devenu rare, puisque les vignes étaient malades, on a essayé de fabriquer du vin artificiel. Donc lui, il accusait les fraudeurs. On parle de chaptalisation. Chaptal, c'était un chimiste. Et entre autres, il avait imaginé qu'en mettant du sucre dans les mous, le problème, c'est la conservation du vin. Le vin, sa vocation, c'est de devenir vinaigre. Ouais. Donc le gros problème, c'est sa conservation. Chaptal avait vu qu'en mettant du sucre dans les mous, on conservait mieux le vin ensuite. Le problème, c'est que ce sucre ajouté mute et devient alcool. Donc ça fait monter le degré alcoolique du vin. Alors ici, on n'a pas tellement besoin de ça, mais dans des pays comme les pays de Loire ou autres, on le fait. Alors les gens qui connaissent rien au vin, il est légèrement liquoreux, alors qu'ici, il est plutôt âpre. Hein. Et ils disent, oh, il est bon ce vin, parce qu'il est liquoreux, vous voyez. Voilà, en réalité, c'est plus du vin, hein, c'est du sirop. Hein. Quand les vignerons souffraient, pas souffraient avec des souffrances, hein, quand ils souffraient de la maladie de leur vigne, les négociants en vin, eux, continuaient à s'enrichir pour la bonne raison, c'est que le phylloxéra a fini par toucher tout le vignoble européen, mais il a touché en premier Nîmes. Quand Nîmes était touché, Montpellier continuait à vendre son vin. Quand Montpellier a été touché, Béziers-Narbonne a continué à vendre son vin. Quand tout le vignoble méridional a été touché, ben, les négociants en vin se sont adressés aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs. On a planté de la vigne en Algérie, dans la plaine de la Mitidja, où il n'y avait jamais eu de vigne. Voilà. On a même fait venir du vin de Californie et d'Australie. Hein. Voilà. Toujours pour répondre à la population. Des gens qui n'avaient jamais bu de vin s'étaient mis à en boire. En plus, c'était bon marché. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a replanté de la vigne ici, à ce moment, alors comme le vin était devenu un produit rare, les cours avaient énormément monté. Mais à partir du moment où on a replanté de la vigne ici, et les Espagnols, les Italiens, les Grecs s'étaient mis à planter de la vigne à des endroits où il n'y en avait jamais eu. Donc il y a eu surproduction. Et à partir de là, les cours se sont effondrés. Et c'est là que... Alors il faut comprendre une chose, c'est que le Languedoc était touché encore plus que la Champagne, qui par exemple faisait des céréales. Ici, alors les vignerons champenois étaient bien sûr affectés aussi, mais ça a été beaucoup plus tardif. Alors qu'ici c'était tôt, et puis l'agriculture et tout le commerce montpelliérain, Biterrois et Narbonnais, etc., et ne vivaient que de ça. Vous aviez des banques qui avaient été créées uniquement pour le négoce du vin. Hein. Et il se trouve que
l'évêque de Montpellier, le cardinal de Cabrières, plus tard on a dit Cabrières, mais il était évêque à l'époque, avait demandé à ce que toutes les églises soient ouvertes pour que les gens puissent se reposer tranquillement, s'asseoir. Voilà, ce qui avait rendu le cardinal de Cabrières très populaire. Clémenceau, en 1905, avait fait passer une loi sur la séparation des églises et de l'État. Donc, en 1907, quand il y a les manifestations, les gens de droite qui avaient du bien se sont associés à ces manifestations de pauvres ouvriers agricoles ou autres, ou de tout petits propriétaires, vous voyez. Leur arrière-pensée, c'était de faire tomber le gouvernement de Clémenceau. Voilà. C'est quelque chose, une histoire extraordinaire, ça. La rapidité avec laquelle, et la rapidité et l'importance de cette réussite du vignoble. Et ça, dans un premier temps, grâce à la création du canal du Midi et du port de Sète. Les gabarres sur le canal du Midi et le port de Sète permettaient le transport de quantités importantes de vin. Donc, les villes de Narbonne, de Béziers, rapidement se sont mis à la vigne. Auparavant, on pratiquait la culture en autarcie, c'est-à-dire pour les besoins locaux. Et là, on a mis un petit peu de côté des choses qui rapportaient moins d'argent pour passer au vin. Ce vin qui partait en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et peut-être même, certainement, dans le nord de l'Europe, par l'océan Atlantique et la Manche et la mer du Nord, en Russie, en Angleterre, etc. Voilà. Ce qui fait que, en 1850, quand le chemin de fer est arrivé à peu près partout en France, c'est-à-dire dans les endroits les plus inaccessibles, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Massif central, à ce moment-là, le commerce du vin et la vigne était bien installé. Ce qui fait que, très rapidement, ici, on a planté de la vigne partout. Il faut comprendre une chose, le chemin de fer, en 1850, avait mis toutes les régions de France en concurrence. C'est-à-dire qu'ici, à Latte, on plantait du blé. Ce blé, ou de l'avoine, ce blé a été beaucoup trop cher par rapport à celui qui arrivait par le chemin de fer. De la Beauce, de la Brie, de la Limagne. Donc à partir de là, on abandonne le blé, puisqu'on ne le vend pas. Il est trop cher, on ne le vend pas. Et on passe à ce qu'on sait faire, le vin, la vigne et le vin. Et c'est comme ça que partout, à Nîmes, à Montpellier, à Sète, à Béziers, à Narbonne, et même dans certains villages, ou petites villes, on voit de très beaux immeubles de style qu'on dit haussmannien. Haussmannien, pourquoi? Parce que c'est l'époque où Paris a doublé sa surface, au moment où le Haussmann était un haut fonctionnaire qui était chargé de tous ces travaux. Donc, ces immeubles, on les reconnaît bien, entre autres à Montpellier, on les reconnaît bien, ils sont réglementés, la hauteur est réglementée, la hauteur des plafonds, la hauteur des ouvertures, et on les voit facilement. Il y a une bonne inspiration parisienne dans l'architecture. Au lieu d'avoir de la tuile, il y a de l'ardoise. Mais il y avait aussi, alors, parce que les gens qui... Il faut comprendre une chose, à Montpellier, au XVIIe ou XVIIIe siècle, quand on est riche, on ne le montre pas. Les seules fois où on le montre, c'est quand on construit les folies en dehors de la ville. Mais dans la ville, il n'y a aucun immeuble remarquable dans ces façades, parce qu'on ne montre pas qu'on est riche. Au XIXe siècle, c'est le contraire. On est fier de sa réussite rapide et importante, et là, on le montre. Et on fait de très beaux immeubles. On les voit. La ville était très riche. On les voit, par exemple, dans la rue sur la Comédie, la rue de Maguelone, la rue de la République, la rue Foch. On les reconnaît vite, ces immeubles. Il y en a quelques-uns qui sont même très, très, très beaux. Voilà. Par exemple, l'ancien magasin Paris-Montpellier, rue de Maguelone, qui est un très, très bel immeuble. Voilà. Ce qui se passe,
la profession de la viticulture s'était organisée à Béziers, à Narbonne, grâce au canal du Midi, mais Montpellier, lui, voulait aussi profiter du port de Sète. Et en 1839, on inaugure la ligne de chemin de fer Montpellier-Sète, qui permettait d'amener des convois entiers de wagons-foudre ou de foutre ou de futailles qui partaient par Sète, vous voyez. Donc la ligne de chemin de fer Montpellier-Sète 1839 est une des premières lignes qu'il y a eu en France. Ça fait partie des premières lignes. Par exemple, la Montpellier-Nîmes ne s'est fait qu'en 1844. Hein, voilà. Mais en 1850, alors il y avait les grandes lignes, le PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui transportaient les voyageurs. Mais partout, il y avait des petites lignes de chemin de fer qu'on appelait d'intérêt local. Et c'est comme ça que des convois entiers de wagons foudre en bois montaient sur Paris. Et de là, tout ce vin partait sur tout le nord de l'Europe. À Paris, en Normandie, en Bretagne, à Bruxelles, à Amsterdam, partout. Les départements du Sud, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard, étaient les premiers producteurs de vin courant de France. Hein, voilà. Alors, le chemin de fer... Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à partir de... Quelle date? Je ne sais pas, 1850. Jusqu'en 1850, la vigne était une culture simple. On labourait, on taillait, on fumait éventuellement et on vendangeait. À partir de 1850, il y a des gens qui sont allés aux États-Unis, soit des religieux, soit des gens qui ont participé aux guerres d'indépendance là-bas, ont goûté des vins américains. Et ces vins, ils les ont aimés. Donc, ils ont fait venir en France des cépages américains. Ces cépages américains sont des cépages sains qui portent la maladie. Première maladie, c'est l'oïdium. Alors l'oïdium, on a su la traiter assez rapidement. Tout simplement parce qu'un propriétaire qui mettait du soufre au pied de ses vignes, pour empêcher les limaces, ou au pied de n'importe quelle de ses tomates ou n'importe quoi, pour empêcher les limaces de monter, s'est rendu compte que ce soufre protégeait contre l'oïdium sa vigne. Donc, ça s'est répandu rapidement, et on a su traiter, après 2 ou 3 années de mauvaises récoltes, on a su rapidement se défendre contre l'oïdium. Seulement, après est apparu le phylloxéra, et là c'était beaucoup plus sévère, parce que le phylloxéra, c'est un puceron microscopique qui attaque les racines de la vigne. Et bien sûr, alors en France, le phylloxéra est apparu dans la région de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, là, voilà. Et c'est Jules-Émile Planchon, qui était le directeur du jardin botanique de Montpellier, qui a fini par découvrir de quoi était atteinte la vigne, voilà. Et au cours d'un voyage qu'il a fait avec son équipe aux États-Unis, on lui dit que là, il y a une vigne qui est une vigne de bois dur et qui peut-être arrivera à se défendre contre ce parasite. Et alors on ramène ce bois dur, et en effet, alors Planchon, il se dit, on pourrait peut-être continuer à avoir nos cépages traditionnels en faisant un greffage. Et ça marche. Le seul problème, c'est que ce greffe américain qui protège contre le phylloxéra provoque le mildiou. Et voilà, 3 maladies qui apparaissent, qui n'existaient pas pendant des milliers d'années en Europe. On a planté de la vigne sans jamais traiter. Et là, à partir de là, il faut traiter. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, on parle de vin biologique. Alors, on recherche des cépages qui ne seraient pas atteints par aucune de ces maladies, peut-être il y en a encore d'autres, vous voyez, voilà.